comment, comment le fait de faire de la céramique peut être convivial et comment ça peut transmettre des connaissances. Et voilà, et je travaille en collaboration Vous avec entendez bien les... là? Ouais, c'est bon. Et je vous laisse vous Ouais. présenter. On Ouais. collabore depuis 3 ans avec Clémentine et nous deux, on collabore depuis presque 8 ans. Et on s'est appris à connaître dans l'école d'architecture comme vous. Mais après, on était les seuls, en fait, de dévier un peu vers les arts visuels. Et là, on a une pratique entre les deux. Vous allez bien voir que c'est très lié à l'architecture, mais c'est plutôt expérimental et c'est plus, on embrasse plutôt les arts parce que là, on peut douter. On a le sentiment et dans l'architecture, c'est plutôt, ouais, il faut être fonctionnel parfois et c'est une autre économie, en fait. Mais vous êtes architectes tous les deux, On est architecte de de formation, formation. Ouais. mais D'accord. aujourd'hui, on n'opère plus du tout dans D'accord. le Non, mais c'est marché. intéressant de savoir que vous avez une formation Ouais, d'architecte ouais, aussi. On étudie à Leuven, en Flandre. Ouais. ouais. Bah, vous allez entendre nos petits accents. Ça, c'est déjà fait. Euh, euh, juste pour dire, ça c'est Sil Grom et moi Ouais. je suis Maximilian Royakkers. Et effectivement, on a une formation, mais nous on dit qu'on pratique encore l'architecture, mais c'est une discussion Voilà. que parfois on a avec des collègues. Donc on traite des questions qui sont spatiales, mais peut-être avec pas juste les méthodes et les instruments de la discipline. Donc on utilise des autres Très bonne méthodologies et question. des autres Ouais. façons de travailler avec cette question de l'espace. Et aujourd'hui, on va vous présenter un projet qu'on a fait à Genk, notre site minier, ancien site minier en Flandre, à l'ouest, à l'est. Et en fait, il y avait une directrice d'un centre d'art assez intelligente qui était euh, en fait, cette site est en développement spatial, urbain, et elle savait pas vraiment comment lire tous les plans que les architectes faisaient. Et elle a invité nous deux, en fait, de faire un projet artistique qui reflète ou qui regarde à ce master plan qui était en développement et qui en même temps interviennent et questionnent un peu ce que ça veut dire de commencer un redéveloppement de cette site et oui, d'entrer en fait dans un paysage qui est caractérisé par cette histoire des mines, qui en fait, allez, je saute. Qui est perturbé Ouais, par les activités humaines du passé à une grande échelle industrielle ouais. et où nous, on s'interrogeait, qu'est-ce qu'on fait avec ces paysages aujourd'hui? Est-ce que le développement, il peut se passer de la même manière que, on a l'habitude de faire dans des sites qui ont été en fait menacés et attaqués par les activités humaines avant? Juste pour, est-ce que ça fonctionne? Ça Hein? prend du temps? Hein? Non. Non. Ah, voilà. Ok. Euh, donc le projet, ce qui est très important, pour nous, c'était de partir du lieu. Donc ça, c'est le site qui aujourd'hui, en tout cas en Belgique, est très connu. Il s'appelle Seamine. C'est un pôle culturel aujourd'hui. Il y a un centre d'art contemporain, il y a une école d'art, il y a un cinéma, il y a toutes sortes d'activités qui circulent autour de la culture. Et vous voyez derrière, aujourd'hui, qu'on tape le nom de ce territoire, on a souvent l'image de ce pôle culturel. Mais à côté, en fait, il y a 70 ou 80 hectares de paysages, paysages artificiels, parce que créés par l'activité euh, industrielle des mines de charbon, vous connaissez très bien, on a vu en route. Mais qui en fait depuis 15 ans, depuis 25 ans plus ou moins, est en fait pas activement développé. Et donc nous, on était très intéressés par ça, et surtout par qui habite ce genre d'endroit, de quelle manière est-ce qu'on habite ce genre de lieu, quelles pratiques en fait est-ce que enfin, quelles Est-ce pratiques que se c'est développent. nécessaire de le développer parce qu'en fait, on voyait qu'il y avait déjà énormément de qualité dedans, que c'était déjà en fait habité. Mhm. Peut-être, ouais, on attend le prochain slide. Donc là, c'est un terrain où ils veulent construire un nouveau centre d'art, donc peut-être c'est pas très important. Et en fait,
Ça, Ça fait c'est partie d'un grand master plan de redéveloppement des territoires. Donc, la photo que vous avez vue dans le premier slide, en fait, elle est prise de plus ou moins là et elle regarde ici vers le terril. Vous voyez que là, ça, c'est actuellement le pôle culturel. Ici, il y a de l'activité industrielle et en fait, tout ça et tout ça derrière n'est pas développé dans le sens ils veulent ajouter, aménagé. veulent ajouter 300 habitats et puis plusieurs bâtiments industriels. Et donc, nous, on est rentré dans cette discussion sur le développement du territoire au moment que les architectes avaient proposé une première proposition pour un schéma directeur et pour une architecture d'un nouveau centre d'art dont la directrice artistique nous a invités de réfléchir avec elle. Dans le dossier, eux, les architectes, ils avaient projeté ce genre d'image qui, en fait, projette une sorte de champ, un champ d'activité, mais clairement avec une culture très urbaine. Donc, un festival d'été où il y a des milliers et des milliers de jeunes qui viennent faire la fête, mais vraiment une culture urbaine qui, en fait, s'installe dans un site qui finalement est très paysager. Et donc, notre première réaction, c'était de mettre une photo qu'on a pris assez rapidement à une première visite sur site. C'était de dire, bah, en fait, il y a des autres dynamiques et des logiques qui sont sur place. Et en fait, nous, on est intéressé par cette dynamique-là et peut-être on peut infuser une connaissance de ce forme de pratique d'habitation du site dans les projections des architectes et des urbanistes. Et donc, on a commencé avec un travail d'enquête de terrain où on a passé pas mal de temps à se promener sur site, à parler avec des experts divers, dont des habitants qui fréquentent ce lieu tous les jours, mais aussi des naturalistes, des pratiques enfin, des moutons qui passent pour tondre la pelouse. Et on a essayé de cartographier en fait ce genre d'activité. Évidemment, il y a aussi des activités qui sont moins timides ou à petite échelle, comme la grande boîte d'IKEA. Euh, et donc, il y a un mélange entre des petites pratiques et des grandes pratiques qui Il habitent y a le lieu. beaucoup d'utilisation informelle par exemple, des camionneurs de Roumanie qui passent leur nuit là-bas, ou il y a des étudiants qui font un petit pique-nique, ou des promeneurs, ou des gens qui promènent avec leurs chiens. Et en fait, ce qu'on a marqué, que c'est un très grand paysage, mais il n'y a pas beaucoup de petits points, en fait, ou de repos ou d'orientation. Et c'est là qu'on s'est dit, peut-être c'est pas important de mettre un drapeau, par exemple, pour dire voici le centre d'art Vienne, mais plutôt de faire une sorte de banc. Au lieu de faire un pavillon, de faire un petit meuble qui peut, oui, qui meuble le Ménage. territoire, qui ménage le territoire, au mieux d'aménager le territoire. Ouais. Et Donc, c'est on a un peu, s'est plongé un peu dans des pratiques ou dans des fragments d'architecture ou des objets qui, selon nous, sont plus à l'ordre de meubler des activités territoriales que d'installer et de prendre de l'espace. C'est souvent de des couvrir le pratiques, sol. ouais, c'est souvent des pratiques agricoles ou des dispositifs de récupération d'eau, de stockage. Et donc, c'est enfin, un autre gamme et une autre échelle d'activité. Euh, on a été aussi aidé par de la théorie. Je ne sais pas si vous connaissez cette écrivaine française, Marielle Massé. Quelqu'un connaît? Elle a écrit un très beau livre. D'après Max, tous les étudiants d'architecture en France la Les connaissent. connaît. Voilà, c'est à lire. Elle a écrit un livre, Nos cabanes. Et bon, ça, c'est une traduction anglaise, mais le livre est écrit en français, où elle, en fait, écrit sur l'idée du besoin de construire des cabanes. C'est lié à toute la crise et catastrophe écologique qu'on vit actuellement. Pas juste des cabanes physiques, mais des cabanes de pensée, des tentatives de penser différemment nos rapports avec
aux autres, les humains, les non-humains, le vivant en général. Mais nous, ce qu'on a très apprécié, c'est cette citation qui, en fait, proclame ou nous a enthousiasmé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut ménager un paysage plutôt que l'aménager. Donc, de la pratique urbanistique d'aménager un territoire, de prendre un plan et de décider des volumétries et de placer, en fait, le futur par placer des bâtiments. Nous, on était intéressés par cette pratique de ménager, donc de placer des meubles, les réarranger, maintenir et Prendre de soin, prendre soin. ouais, Voilà. d'être dedans. Et du coup, bon, bon, ça c'est le premier charbon. Je pense que ça, je peux aussi sauter. Pour pouvoir ménager, on était obligé de connaître un peu plus sur l'histoire de ce paysage. Donc, on a un peu creusé dans l'histoire minière l'activité territoriale de la mine, comment le charbon a été allez, Et peut-être excavé. une des raisons que la commune donnait pour aménager le territoire, c'est le fait que le sol est en fait intoxiqué. C'est toxique. C'est toxique. Pollué. Oui, Ouais, c'est pollué. pollué. Et en fait, d'après eux, la meilleure chose à faire, c'est juste le couvrir avec des grands halls industriels ou avec du béton ou sinon de couvrir avec de nouvelles terres pour qu'on ne touche pas. Parce que, en fait, cette terre, c'est pollué, mais c'est pas très clair, oui, ce que ça cause. C'est vrai que l'eau est polluée déjà, donc personne ne boit donc, toute l'eau qui sort du robinet vient d'autre part. Donc, il y a déjà énormément de problèmes dans la région à cause de ces activités. Mais en même temps, cette terre est là et ça donne aussi autre chose. Et on se disait, OK, en fait, si c'est la terre qui cause le plus de problèmes, on veut travailler avec cette terre. Et c'est pour ça Et qu'on, pour pouvoir travailler avec cette terre, on devait d'abord reconnaître cette terre, d'où elle vient, comment elle est arrivée là, de quoi elle est composée. Donc, on a collaboré avec une géologue qui nous a un peu expliqué comment le territoire était aménagé au moment de l'activité minière et qu'en fait, il y avait un système de bassin de sédimentation et que la pollution, elle est différente à différents endroits. Et en fait, ça nous a permis en fait de lire ce territoire d'une manière complètement différente parce que la manière qu'aujourd'hui les plantes y poussent dépend de comment l'activité industrielle utilisait le territoire avant. Et donc, c'était une sorte d'image inverse de comprendre le paysage par son appartenance, mais euh, par partir de l'activité et la façon que, en fait, la mine utilisait ce paysage. Euh, oui. Ça a aussi montré que, elle nous a aussi permis de comprendre que un terril n'est jamais stable. Donc l'image dans le temps change et est toujours en continu changement. Et que même la faune et la flore est fortement enfin, où le type de faune et flore est fortement décidé par la composition de cette terre qui vient de moins 850 mètres. Donc, on retrouve par exemple beaucoup d'espèces méditerranéennes parce que le sol il est noir et donc ça attire beaucoup plus de chaleur et donc il y a des espèces qui poussent dans des climats beaucoup plus chauds que la nôtre qui en fait poussent mieux sur ces terres-là. et là, on a aussi découvert qu'en fait, dans le passé, il y avait une activité à côté les activités de la mine, de faire des briques en fait avec la terre ex-creusée. Et toutes ces briques étaient utilisées pour construire les habitats des miniers et les bâtiments de la mine. Et en fait, ça nous a inspiré ouais, de se plonger dans l'industrie des briques en Belgique et surtout autour des anciennes mines. Je ne sais pas si tu l'as déjà raconté, mais Le brick de Winterslag aussi, de cette région, en fait, tout le monde le connaissait. C'est une brique très, très, très dure parce que ça contient du schiste. oui, du charbon. Et en fait, tout le monde en parle. C'est vraiment quelque chose qui définit leur identité parce que dans les cités minières, il y a les maisons ont une autre forme, dépendant de leur fonction. Si tu étais ingénieur, tu avais un grand villa. Ou si tu étais minier, tu avais une petite Oui, maison. voilà. Mais en fait, tout le monde avait les mêmes briques. Et tout le monde sait que quand on veut faire un petit trou dedans, Le la marteau ou va la visseuse casser. se casse Ouais. parce que la brique, elle est très dure.
Et tout le monde nous racontait aussi cette histoire des chauffeuses, donc des briques qu'ils mettaient dans le... Oui, vous le connaissez? Ouais, Voilà. voilà. C'est pas une histoire qui est unique pour ce territoire-là, mais c'est, ouais. Mais la brique et le charbon, ils ont une liaison assez intime. Pour nous, alors si on a allait ménager le paysage, pourquoi pas le faire avec les ressources qui sont là et de réfléchir, est-ce qu'on peut pas réappliquer ce processus qui a existé pendant 40 ans, parce que pendant cette briqueterie, elle a existé pendant 40 ans, le temps pour construire la cité-jardin pour tout le corps de travailleurs qui étaient associés à la mine. Est-ce qu'on peut le remettre en route parce qu'il y a le terril, donc c'est la même matière. Euh, Ça a commencé assez naïvement parce que ça, c'est moi Comme vous, avec... ouais, en bas du terril Ça s'appelle. On avec ma pelle et mon seau. Euh, peut faire des pâtés sur la plage. Parce que nous, on n'est pas des céramistes ni des experts en briques du tout. On est des architectes et on est des artistes. Mais on a heureusement eu beaucoup de soutien de quelques gens de l'industrie de briques en Belgique qui nous ont en fait en route appris à faire des briques. Et cet apprentissage, on a fait collectivement aussi avec des autres gens. Euh, des passages par des labos pour faire des tests de composition de terre pour voir où creuser pour pouvoir faire des briques. Et à la fin, une grande grue qui, pour nous, était un effort immense pour excaver 10 tonnes de terre. Pour la machine, ça a pris 15 minutes. Donc, aussi, ce décalage d'échelle entre nos propres quatre mains et un dispositif ou une procédure, un protocole qui normalement est fait à l'échelle industrielle, pour arriver finalement avec ces 16 sacs qui sont revenus de l'usine une fois que la terre était concassée, ce que la briqueterie faisait avant, mélangé avec de l'eau. Et en fait, le schiste qu'on a excavé devenait de nouveau de l'argile utilisable pour faire des briques. Euh, on a appris beaucoup. Enfin, notre envie, c'était pas seulement de fabriquer, donc mouler et démouler des briques sur place, c'était aussi de les cuire. Et donc ça, c'était une grande question pour nous parce que cuire des briques, normalement, on a un outil, un four. Aujourd'hui, beaucoup de fours continuent à gaz pour des briqueteries qui font des millions et des millions de briques. C'est des énormes installations. Mais il y a des précédents historiques qui, aujourd'hui, sont encore utilisés, comme ici un four Hoffman, qui a un four continu, mais c'est des artefacts historiques enfin, c'est des machines qui ont été beaucoup, beaucoup utilisées dans la région flamande, en tout cas début du 19e jusqu'au début 20e, et puis qui ont disparu pour être remplacés par des dispositifs plus efficaces, on va dire. Mais Mais c'est très fascinant, peut-être juste pour expliquer. Donc, tout le four est rempli de briques. Et là, il y a une petite parcelle qui est vide. C'est comme vous voyez ici. Et là, ils mettent en fait les briques non cuites et ils enlèvent les briques cuites à l'autre côté. Et donc, le feu, il est toujours à l'autre côté de la petite chambre. Et le feu voyage comme ça et la chambre vide. Donc, les briques sont ajoutées ici et enlevées ici par des petites portes comme vous voyez là. Et donc, ça tourne comme ça. donc notre première idée, c'était faire ça à petite échelle. On était un peu ambitieux. Finalement, on a trouvé une technique encore plus rudimentaire. En fait, c'était des fours de champ. En France, parfois, on appelle ça des fours belges, apparemment. D'accord. On a appris ça après. Mais en gros, c'est un tas de briques qu'on met en route. On le met à brûler. Ça brûle dans ce cas-là, c'était 3 mois. Dans notre C'est un imaginaire, tas de briques sur un lit de charbon et puis avec un manteau des briques cuites. ouais. Mais donc, c'était une technique qui, avant qu'on a inventé le dispositif des fours continus, était beaucoup utilisée. Il y avait même des compagnies de fabricants de briques, donc un groupe de 10, 15, qui allaient de veine d'argile ou de chantier à chantier, qui excavaient
sur place l'argile à disposition, qui moulait et qui montait le four de champ avec le nombre de briques nécessaires pour faire le chantier, puis démonter le four et aller à un autre chantier. Donc c'était une sorte de pratique Comme ici. itérante. C'est vraiment les fours pionniers Mm. d'installation dans les zones argilières. Voilà, et ça c'est notre version à nous, qui est un peu plus humble, on va dire. Mais juste pour montrer que ça, c'était finalement la technologie qui, pour nous, était possible à gérer et en même temps de gérer dans un... Enfin, en même temps gérer socialement parce qu'on était deux, parfois 5, 10, et en même temps qui nous permettait de... Parce qu'elle était assez légère en termes de technologie pour produire quelque chose localement sur place. Donc, euh, voilà, ça c'est le démontage. Donc ça c'était le montage, ça C'est au brûle. charbon aussi. C'est au Oui. charbon. Oui, oui, oui. Euh, le démontage. Donc voilà, ça c'est Ça prend environ 2 semaines pour le lancer et puis pour que ça sèche assez pour être démantelé. Et donc, pendant ces 2 semaines, ou plutôt la première semaine, on préparait des briques pour le four après. Donc, on a installé une sorte de rythme. On l'a fait 4 fois, en fait. Et donc, c'était un petit chantier. Euh, ouvert au public. oui, ouvert au public, au pied du terril, et il y avait beaucoup de gens qui passaient et avec qui on parlait. C'était, ouais. C'est comme ça que C'était, je vous ai rencontré. Ouais, et c'est là où Clémentine est venue et elle nous a aidés aussi pendant une journée à faire des briques. Parce que ça a besoin de se sécher aussi pendant quelques semaines. ça, vous reconnaissez peut-être un peu après aujourd'hui et cette semaine, c'est le travail de moulage et de démoulage. Les briques, c'est un peu comme faire du pain. On a une pâte d'argile, on couvre avec du sable pour que ça colle pas au moule. C'est des moules en bois. On jette un pain de terre dans la moule, on le gratte pour avoir une surface lisse au-dessus. On jette du sable dessus, on démoule. C'est très simple. Enfin, en Ouais, il y a mots. Pas à faire. Il y a quand même un geste à faire. Donc, on a passé 4 mois et 4 fours, chaque fois de 1000 briques euh, sur site, en rencontrant plein de gens, des gens qu'on a demandé de venir nous aider, des passants, des gens qui passaient tous les jours parce qu'ils allaient monter le terril et descendre, des gens qui étaient liés à l'institution qui nous ont invités. Donc, on avait un mélange de personnes qui se rassemblaient autour de cette machine qui fumait et autour de cette production de briques. C'est là qu'on a remarqué que en fait, ce four, c'était pas juste Je vais un retrouver. instrument, mais c'était vraiment quelque chose qui rassemble les gens. Et c'est là qu'on a inventé un peu le mot infrastructure relationnelle. Et c'est là aussi que Clémentine nous a dit, oui, oui, mais le feu, ça a une force vraiment relationnelle ou sociale. Oui, c'est un intérêt qu'on partage et que là, qu'on a vraiment pu sentir. Aussi lié à cette technologie, on va dire entre guillemets rudimentaire, on a compris qu'en fait, non, c'est pas rudimentaire. C'est juste une autre façon de connaître une machine, de savoir comment l'utiliser, quelle manière, enfin de quelle manière on pouvait la manipuler. Pour ça, on était beaucoup aidé par en fait des praticiens de briques qui sont aujourd'hui souvent des retraités, mais qui ont une connaissance énorme et qui n'ont, en fait, sans eux, ce projet, il n'aura jamais eu lieu. Parce que leur expertise et leur savoir-faire et leur connaissance d'une technique qui semble peut-être rudimentaire, mais qui est quand même assez précis, était super important. Chaque fois, il venait avec de nouvelles astuces et tout à coup, il arrive avec un peu d'eau et on ne comprenait pas du tout, mais il dit, oh ouais, parfois ça marche mieux. Et donc, Bah, on a aussi, attends, est-ce que c'est ça? Oui, on a aussi appris, en fait, euh, par eux, de comment est-ce qu'on peut lire des briques, parce qu'en fait, leur couleur dit quelque chose sur la température de cuisson à laquelle ils étaient exposés. S'ils ils sont résistants
au gel ou pas, et comment du coup réfléchir à leur utilisation. Parce que, évidemment, avec une technique rudimentaire où pas tous les briques sont cuits de la même manière, à la même température, tout est optimalisé avec enfin, des dispositifs d'ingénierie assez dingues pour arriver à ça. C'était juste de se dire, bah, en fait, les fours anciens, dans un four, il y avait des briques qui étaient surcuits, bien cuits et sous-cuits. Et donc, il y avait des briques qui allaient dans les fondations, des briques qui allaient dans les murs extérieurs et des briques qui allaient dans les murs intérieurs. Et donc, c'était des logiques d'application qui permettaient à une technologie qui n'était pas uniforme de ne pas avoir de la perte. Et pour Euh, savoir, on devait simplement claquer deux briques l'un contre l'autre et c'était par le son qu'on pouvait dire, on pouvait le trier. Et je sais pas si vous connaissez le mot klinker. En fait, klinken, en néerlandais, ça veut dire entendre. Donc, donc, voilà. c'est lié à ça. Donc voilà, on a produit 4000 briques, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces 4000 briques? C'est la question. Parce on a envie de meubler et de ménager un paysage. Et on a remarqué par notre enquête de terrain qu'il y a beaucoup de pratiques paysagères qui sont très invisibles sur ce paysage et qui méritent peut-être juste un point de raccrochement ou un point de rassemblement. Et un peu de confort thermique quand même, parce que c'est un paysage avec beaucoup de vent et c'est quand même la Belgique. Et nous aussi, on se disait un peu, oui, un point de chaleur serait chouette. Oui, et donc on a regardé un peu la question du confort, le confort minimal pour être à l'extérieur, pour prolonger un peu la possibilité d'être présent dans ce paysage. De nouveau, on s'est plongé un peu dans les dispositifs ou dans des pratiques ou des objets qui existent dans notre monde entier, dans son passé et dans son présent. Et on a découvert pas mal de dispositifs en fait qui traitent cette question du confort ou qui essayent de tirer profit d'une autre manière qu'on a souvent l'habitude de voir. Et on s'est surtout intéressé par des dispositifs alternatifs de se chauffer. Vous connaissez très bien maintenant la phrase chauffer des corps plutôt que des espaces. Et nous, on était très charmés par cette idée. Et aussi, c'était une idée qui était pertinente au niveau de faire, enfin, prévoir un confort dans un paysage. C'était, bah, si on veut avoir chaud, il faut chauffer un corps parce que l'espace est tellement grand que ça n'a aucun sens. Donc, on a regardé un peu plus proche les dispositifs comme euh, le, Le le, Ondol, le en Ondol, Corée. qui vient du Corée du Sud, le Kang, qui vient de la tradition chinoise, ou les Peshka, qui sont très présents dans le territoire sibérien et dans beaucoup de pays soviétiques. Enfin, surtout des endroits où le chauffage central n'est pas un concept qui est acquis partout. Et donc, notre volonté de se dire, bah, est-ce qu'on peut faire un objet chauffant avec ces briques? Parce que ces briques, le grand avantage, c'est que c'est beaucoup de masse, ça stocke bien la chaleur et ça permet de le diffuser. Euh, Aussi attiré par des références architecturales comme Rainer Banham, qui parle de deux types de comportements environnementaux. Un, c'est le comportement de la tente. Donc, on s'abrite et on tire un fil, enfin, ou une surface pour se protéger de l'extérieur. Et l'autre, c'est le comportement du feu. C'est qu'on se rassemble autour de quelque chose et c'est là où il y a l'échange qui est possible. Mais on voulait pas que c'était que du nostalgie, mais aussi quelque chose qui regarde vers le futur et qui prend en considération aussi le chauffement climatique. Et donc, on voulait faire quelque chose qui était économique, en fait. Et là, il y a un Hollandais qui a inventé ou redessiné une toile à masse qui utilise la technologie du rocket stove. Je sais pas si vous connaissez le rocket stove, mais c'est une technologie en fait que tu fais un feu et puis tu pousses les flammes à travers d'un trou ou une porte petite qui est bien dimensionnée, Ouais. c'est important. Et puis les flammes arrivent dans une autre chambre, une deuxième chambre où il y a une deuxième combustion, c'est ce qu'ils disent, de gaz en fait. Et donc ça veut dire que il y a presque pas de fumée qui sort parce que tout est ouais.
pour brûler. Renflammé, oui. Oui, on utilise toutes les calories du gaz du bois Ouais. Ouais. en créant un effet Venturi. Donc, il y a une accélération par un rétrécissement le foyer. Ça se voit un peu Et ici ça sur ce permet chemin-là. de faire un deuxième brûlage des gaz non brûlés. Et donc, Et lui, il a fait une site sur Internet qui s'appelle batchrocketstove.eu. Et en fait, il partage tous ses plans, toutes ses inventions avec le monde. C'est un peu technique, c'est vraiment pour des gens comme nous, qui sont geeks et qui veulent vraiment investir dedans. Et puis, ouais, c'est super intéressant parce qu'il donne en fait une sorte de plan à base que tu peux, euh, allez, verschaalbaar, ça se dit comment? Qui, qui se change d'échelle en fonction de la surface et la volumétrie que voilà. qu'il faut chauffer. Donc, ouais. Et bah, de nouveau, une question de technologie. Dans ce cas-ci, une technologie qui est un peu DIY, mais en même temps qui est ouverte. Open source, tu peux la trouver sur le site. Elle est partageable et il y a une communauté de gens qui essaient de développer et de faire avancer cette technologie. Voilà, nous voilà sur site, hein. Le Vortex est là et nous, on était contents comme des petits enfants parce qu'on a réussi à le faire. Euh, pour finalement construire cette petite plateforme-là. Là, On appelle le lit chaud. C'est en fait une sorte de banc pour des hommes, mais aussi pour des plantes, où on a utilisé les briques bien cuites pour la base et pour la poêle. Et puis dessus, on a réalisé une sorte de dos avec les briques moins bien cuites. Et vous allez voir peut-être dans le... non, ça c'était le chantier. Voilà. Ouais. Donc là, euh, donc ici, vous voyez le dos et l'idée est en fait que ça peut aussi gentiment se Dégradé. dégrader dans le temps et que les plantes peuvent aussi s'attacher dessus. Parce qu'évidemment, ce paysage, il est rempli d'espèces pionniers qui s'accrochent assez facilement à plein de choses et qui migrent en fait ce territoire. Et en fait, cette argile, de nouveau, est une ressource ou une base d'accrochement où les plantes peuvent se reproduire. Et là, c'est une sorte de, de- de point de rencontre où les gens prennent un pique-nique et tout et ils regardent le terri qui est toujours en Attends. question parce qu'en fait, c'est un peu une question difficile pour la ville. C'est dans la main d'un propriétaire privé qui veut le recouvrir avec la terre. Et en fait, les gens de Winterslag, des gangs, ils adorent ce terri, mais c'est vraiment ouais, une sorte de symbole énigmatique de leur communauté et ouais, c'est un objet politique. Et là, on a créé une sorte d'espace pour le regarder. Et Mais aussi un endroit où, en fait, nous, en- dans notre travail, on a toujours s'imaginé que faire un objet, enfin, c'est pas assez. Ça nous convient pas de juste faire un objet, le placer et puis disparaître. Donc, c'est aussi un objet qui demande d'être activé tout d'abord pour faire du feu. Et on a, comme le poêle et le four, il est toujours ouvert, ça invite tout le monde à faire du feu comme il ou elle veut. Mais aussi pour nous, pour continuer à activement poser cette question de quel est le futur de ce territoire et comment est-ce qu'on peut s'imaginer le développement de ce genre de lieu, de quelle manière est-ce qu'on crée des relations avec cet endroit-là. Et on continue en fait d'activer nous-mêmes et on stimule le centre d'art aussi de utiliser ça comme un outil, comme quelque chose pour se rassembler et de continuer la discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire de se et de quelle promener dans manière. les Voilà. territoires et de l'utiliser, en fait, Par exemple, d'habiter le territoire. ici, c'était une petite tentative d'expérimentation de récupération de bois qui se trouve partout en fait autour du terril parce que c'est des forêts qui sont pas maintenues. Pour récupérer du bois mort et en fait l'utiliser comme matière première, ressource pour euh, allumer le poêle. La photo précédente, on voit bah, les toitures, enfin les toitures, le plat que vous avez fait. Vous avez fait comment? Vous avez fait un coffrage de plat ou vous avez fait des voûtes pour la brique?
Tu veux dire la Ouais. surface là? Les plans d'exécution. Les plans d'exécution, mais j'ai pas les images là, mais en fait c'est donc c'est les briques, c'est le manteau, Ouais. c'est des briques enfin des briques de béton, enfin des parpaings. Ouais. Et après il y a une petite dalle de béton qui est mise dessus avec des supports, et après non non non, c'est pas tout en C'est du briques. parement en fait, la Hmm. brique. C'est le parement en brique. C'est la dernière couche qui permet que la température à la touche dépasse jamais les 50 degrés parce que sinon, ça risque aussi de chauffer plus. Mais par exemple, aussi ici, là où il y a le poêle, comme ça chauffe jusqu'à 1000 degrés, c'est des briques réfractaires. Donc, c'est pas, enfin, on prétend pas du tout que, parce que c'est aussi, ça pose la question. On a fait des briques avec du charbon. Mais on a fait à une petite échelle, donc ça pose la question de, OK, est-ce qu'on peut écologiquement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire travailler écologiquement? Euh, on a coulé une dalle de fondation pour mettre ce truc-là, ce qui était une grande discussion qu'on avait en interne, nous. Est-ce que creuser dans cette terre et puis remplir avec du béton, est-ce que c'est une bonne idée? Finalement, c'est un dispositif qui chauffe, qui consomme du bois et il y a quand même de l'émission de CO2, donc est-ce que on peut dire que c'est un travail écologique? C'est toute cette question, enfin, ce questionnement-là qu'on essaye de poser activement, pas pour dire que nous, on fait de la On pratique laisse ça. propre On veut écologiquement, pas vendre notre projet, mais on veut que le projet pose ce genre de questions et qu'on peut en discuter entre nous. mais elle essaye de faire une marche de côté ou un pas de côté pour poser cette question. Donc, on dit, on va faire des briques. On le fait à une petite échelle. Ça nous permet d'avoir une conversation autour du fait qu'on fait des briques. On invite des gens à faire des briques parce que normalement, on achète. Et donc, chaque fois, une façon d'ouvrir le dialogue ou la conversation autour de toutes ces questions de production de matière, consommation de ressources. La question de la chaleur est activement posée. Et le fait que, Voilà. par exemple, tous ces briques ont su qu'ils comment ça s'appelle? Dégradent. Ouais, qu'ils se Désagréable. dégradent, c'est plutôt pour aussi dire que, en fait, l'architecture a toujours, c'est l'idée, en fait, c'est d'être fasciné aussi de ce qui se passe avec et que pour que les plantes peuvent s'accrocher et tout, c'est pas l'idée de fournir un objet fini, mais plutôt d'être fasciné avec cet objet et voir ce qui se passe dans le temps. Peut-être c'est aussi une bonne façon de glisser vers l'Atlas des Fours. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, donc on a dit au début qu'on collabore ensemble. Et en fait, ce projet-là était une façon pour nous aussi, parce que bon, on a accumulé pas mal d'archives et d'objets historiques, des pratiques qui viennent pas forcément de nos contextes occidentaux, liées à cette question de la chaleur et du four. Et quand on a rencontré Clémentine, qui a aussi une pratique qui se pose la question des outils techniques pour chauffer de la matière et autour duquel il y a un transfert de connaissances et autour duquel on peut poser des questions, ça nous a poussé à commencer à collaborer autour de la question en fait, des fours et toutes ces infrastructures d'énergie qui, de plus en plus, sont en discussion. Est-ce qu'il y a des moyens pour s'approcher d'eux, de discuter autour d'eux, de se comprendre un peu mieux quel type de pratique se connecte à ça, pour ouvrir de nouveau la conversation autour un peu plus ouvertement sur c'est quoi nos pratiques de chaleur en fait dans nos sociétés. Bon. Ouais, en fait, ça c'est très... C'est nous. Ouais, ça c'est... Ouais, voilà. Ouais, c'était à la base très pratiquement, on avait très envie de mettre en commun nos recherches et nos archives, tous les documents qu'on avait sur tous les différents types de fours. Et quand on pensait au four, on pensait à un foyer domestique, ça peut être l'intérieur de la maison, mais c'est aussi un corps, c'est aussi enfin, c'est tout ce qui produit de la chaleur, tout ce qui consomme de l'énergie et tout ce qui amène à se rapprocher autour. Ouais. Et du coup, voilà, on a commencé à monter ce projet de recherche et de faire des itérations de visite, de cuisson,
de détournements, de mini-expérimentations. Et l'idée, c'était aussi de croiser les communautés, mais de Ouais. pas être que dans la céramique, dans l'architecture ou dans la cuisine enfin voilà, de faire des ponts entre un fumeur de pipe et un gestionnaire. D'où peut-être cette image-là. En fait, on a commencé cette recherche comme des enfants indisciplinés. Euh, Parce que, en fait, on a remarqué que le feu et ses outils techniques, en fait, traversent beaucoup de disciplines, de pratiques, de champs de connaissances. Et donc, nous, on était intéressés par cette transversalité. Donc, pas de dire, bah, on est intéressé par la chaleur architecturale, non, de la part de la céramique. Non, chaque fois, il y a un contexte concret, il y a un four, il y a des pratiques autour, et ces pratiques se mélangent. Et donc, nous, on était intéressés par ce mélange-là. Euh, donc, c'est une recherche qui est quand même un peu fortement liée à l'anthropologie et les histoires qui sont liées euh, à ces fragments techniques. Là, il y a enfin, un tableau que... On collectionne des Ouais. images et on les met en relation. Et là, on essaye de chercher de nouveaux liens et de nouvelles histoires. C'est Et on fait intéressant. ça par en fait aller à la rencontre. Donc aller à la rencontre des praticiens qui ont beaucoup plus de connaissances de nous, aller à la rencontre d'archives et de lectures historiques, des dessins techniques, des récits, toutes sortes de documents qui nous semblent pertinents à partager quand on va à la rencontre d'un praticien ou un fragment, et qu'on met en récit par faire des collections, chaque fois en lien avec une visite ou une activité. Et donc, ce genre de document se confronte à des contextes concrets. Là, c'était la plus grande usine d'électricité électrique de la ville de Gand, où on organisait un tour en vélo qui trace en fait toutes les pratiques qui utilisent le gaz dans la ville de Gand. Donc une sorte d'urbanité du gaz qu'on a retracé en vélo et en lien avec laquelle on a fait une collection d'images, un sort de tableau de documents qui nous semble pertinent à mélanger avec ces visites concrètes dans le cadre d'une expo qui s'appelait Radiateur, où en fait toutes sortes de dispositifs de, euh, de poêles étaient exposés. Dans ce contexte, on avait été invité, comme tous les autres artistes, à présenter un poêle. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de connecter le lieu d'exposition avec tous ces poêles à d'autres poêles extérieurs dans le quartier, d'où le tour en vélo et les images qu'on a utilisées en faisant des recherches préparatoires sur l'histoire de Gand. Et du coup, ça nous permettait d'être un point de départ pour le tour en vélo et de venir faire diverger les histoires aussi. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, on circule un peu autour de cette question de comment le four est une forme une infrastructure, mais une infrastructure relationnelle dans le sens où ça crée des relations avec par les pratiques qu'ils utilisent, mais aussi avec l'espace dans lequel ils se trouvent, le territoire auquel ils se connectent, et enfin, globalement aussi aux grandes questions, entre guillemets, de comment et pourquoi on dépense une énergie. C'est quoi le résultat de ça? Voilà. Merci. Je suis peut-être on en dit un mot ou on le dit Hmm. après? Non, je pense que toi, tu peux. Vas-y, Florence. Ouais. Euh, yes. Alors, ouais, je voulais juste peut-être montrer les images qui étaient Ici en bas. là. Ouais. Ah ouais, trop bien. Euh, Juste en préparant, j'ai juste sorti quelques images de notre dossier Atlas des fours. Je sais pas si c'est la même. Euh, je suis sur un Mac, moi. Euh,
Je suis désolée, mais je suis vraiment nulle avec les raccourcis sont pas les mêmes. Si tu arrives à me les ouvrir, je peux juste les. C'est pas très grave. Ah oui, trop bien. Avec les flèches, ça Voilà. marche mieux. J'ai juste sorti quelques images. Ça, c'est les Peshka. Enfin, j'imagine que vous en avez vu quelques-uns aussi cette semaine. Mais voilà. Et là, en fait, dans les recherches qu'on avait fait au musée de l'industrie de Gand, on avait ces plaquettes de chaufferettes. Je les mets juste à titre visuel pour. On ne savait pas que vous étiez en train de travailler sur des dispositifs similaires. Bon, bon. Similaire, si, on savait. Mais voilà. Et donc là, on a des colonnes avec différentes constructions à l'intérieur qui permettent de faire radier la chaleur. Enfin, je peux les partager après plus précisément, mais voilà. Et, euh, et ce qui m'intéresse, j'ai trouvé ça sur Instagram en venant, voilà, que je trouvais drôle. On est des vrais enfants indisciplinés. Et ici, voilà, les briques qu'on met dans le lit avec qui s'appelle chauffeuse. Et il y a la version avec de l'eau chaude qui a l'avantage de ne pas avoir à attendre que sa brique chauffe trop sur le poêle, mais qui peut brûler. Voilà, j'ai deux avis différents là-dessus. Donc voilà. Et aussi je pense que voilà, je pense que cette image elle était peut-être intéressante pour aussi les personnes qui travaillaient sur c'est en fait c'est voilà, c'est des semelles pour les femmes et leurs grandes robes qui servent comme tente de chauffe quoi. Et faut s'imaginer coudre à la maison. Voilà. Sienne, ça. Voilà. Yes. Et bon. Bref, et moi je vais juste du coup vous parler d'un autre projet qui est aussi un projet pédagogique dans le contexte de mes cours à la Cambre. C'est un module transdisciplinaire pour les masters. La Cambre, c'est une école d'art qui est divisée en départements assez spécifiques. Donc on est 5 ans en céramique, 5 ans voilà, et il y a des ponts au niveau master. Et le workshop que je donnais, euh, C'est celui-là? ouais, merci. Et je vais vous montrer ce projet qui est une autre approche. Enfin, c'est toujours ces thématiques de chaleur et de comment faire ensemble et comment avoir chaud et comment aussi réutiliser le patrimoine déjà existant. Je commence par cette image, mais juste à titre un peu de grande analogie entre à gauche des cuissons céramiques, une communauté de cuisson, enfin qui cuisent des fours sur plusieurs jours pour cuire des pièces céramiques à plusieurs. Et à droite, ce qui m'a intéressé, c'était un peu l'inverse, complètement l'inverse de se faire construire quelque chose et d'avoir ça dans un jardin privé, la cuisine extérieure. Ça m'amusait de mêler deux. De commencer par ce postulat, d'avoir par exemple la pratique du barbecue et la pratique de céramique, comment elles diffèrent et en même temps qu'est-ce qu'elles ont en commun. Donc ça, c'est plutôt les thématiques de mon travail en général. Je fais un travail d'association d'images et aussi d'anthropologie et d'iconologie. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était de me dire quelles sont les images projetées autour de faire du feu, quel est l'imaginaire collectif et quelles sont les connaissances communes quoi, à mettre en place. Voilà, je vais passer ça parce qu'on n'a pas trop le temps. L'Atlas des fours, on en a parlé. Voilà, c'est l'expo avec les poils. Et donc le projet Cuire ensemble, c'est un projet que j'ai commencé donc en 2021 j'avais été invitée pour un workshop pour construire un four à la Cambre et plutôt un four à pizza. J'avais fait un barbecue dans mon ancienne école et du coup j'avais été invitée là-dessus. Mais au même moment, j'ai découvert dans le sud de Bruxelles un château dont l'ancien propriétaire était céramiste et avait fait construire des fours en briques réfractaires, du coup des fours à bois, et avait eu une pratique de céramique sur place. Donc en fait, la découverte de ce four, pas très loin de l'école, a fait surgir une liste de questions et une possibilité de travailler ensemble avec les étudiants sur place. Alors ça, voilà. Donc en fait, ouais, Lacan, c'est donc Jolimont le château, c'est vraiment 20 minutes en tram. Donc l'idée de pouvoir avoir
une succursale avec des fours à bois pour le département de céramique. Pour les étudiants de la Cambre, c'était intéressant de se dire, parce qu'à la Cambre, il y a des cuissons possibles en électrique et en gaz, mais là, l'idée, c'était de pouvoir expérimenter les cuissons au bois. Je sais pas si... Voilà, et en fait, surtout aussi, c'était intéressant de se poser sur le contexte de ce château qui était une espèce de château ambulant en ruine et dans lequel il y avait encore plein de traces de pratiques de la céramique. Et à partir de là, voilà, donc je passe vite fait les images, mais c'est plutôt pour illustrer et puis un peu pour comprendre le contexte de ce château qui est en fait des strates et des strates de remodification et qui a été classé en 2014 juste à la mort du propriétaire. Et le nouveau propriétaire a racheté le château et a décidé d'en laisser un peu expérimenter des pratiques au sein du château et voir ce qui surgirait de ça. Donc il y avait pas mal d'artistes qui venaient avoir leurs ateliers genre, au moment où nous on était en train de travailler sur place. Ça c'est l'ancien propriétaire. On a eu tout un travail de recherche d'archives avec les étudiants, de photos auprès de la famille, auprès du nouveau propriétaire. Et comme ça on cherchait un petit peu à... En fait on s'amusait à chercher les éléments céramiques et comprendre quelle était la place de la céramique dans ce château. En fait, pas, je mets là aussi pareil, je mets, mais il y a des muraux partout dans le château en céramique et en même temps, c'est tous d'élite. Donc c'était un, ouais. Ici, c'est des plans que je vais passer aussi, mais c'était les constructions litigieuses, enfin, c'était des constructions d'anciens ateliers qu'il a construits autour du four. Et nous, on se posait la question de si on pouvait restaurer le four, si c'était possible dans les questions pour les questions de classification du château, et si on pouvait peut-être faire valoriser en termes de patrimoine, plutôt le fait qu'il y ait une activité de chaleur plutôt que de devoir restaurer le four comme il était en ruine. Je passe un peu rapidement ça aussi. Ce qui était intéressant aussi dans le château, c'est que au moment où le propriétaire est décédé, il avait accumulé 27 containers, enfin, parce que ces containers ont été jetés, mais il avait accumulé énormément d'objets. Au départ, il collectionnait l'art africain, mais en fait, petit à petit, force d'avoir trop d'espace et trop de moyens et sûrement une sensibilité exacerbée, il s'est mis à accumuler vraiment de manière compulsive. Et du coup, au milieu de tout ce chantier, il y avait énormément de choses qui ont été tous jetées, à part quelques objets, et qu'on a quand même pu récupérer par la suite. Et je vais vous faire passer cette petite chose, qui est quelque chose qu'on a trouvé sur place et qui est aussi chauffé par les corps, j'espère. Voilà. Donc voilà, ça c'est en 2013 et en 2021, c'était notre période d'occupation. Et ça, c'est le château. Donc, c'est vraiment un château ambulant. Et voilà, ça, c'est le workshop, mais je passe rapidement. Et donc l'idée, c'était de se poser la question avec les restes de ce four, qu'est-ce qu'on peut réactiver? Comment on peut avoir une pratique de la céramique? Est-ce que le four est en assez bon état? Est-ce qu'il mérite d'être construit de la même manière? Est-ce que, enfin, toutes ces questions ont surgi et qu'est-ce qu'on veut cuire aussi? Qui doit cuire? Comment le gérer? Comment le financer? C'était une série de questions qu'on a abordées avec les étudiants. Euh, donc voilà, ça c'est un peu ce que je dis. Euh, ouais. Oui, ça c'était un peu le petit objet que je vous fais passer, c'est aussi pour vous dire qu'on peut chauffer par les corps aussi et que la question de se passer les choses et d'être en mouvement, c'est aussi des choses qui ont surgi de notre occupation au château. Donc là, je vous montre un petit peu tout ce qu'on a découvert dans le château. Donc ça, c'est les anciens fours qui étaient évidemment plus du tout fonctionnels. Et du coup, la question, c'était est-ce qu'on peut récupérer les briques réfractaires? Est-ce qu'elles sont contaminées? Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coffrage? Est-ce que ça a un intérêt de récupérer la paille au-dessus? En fait, tout matériau dans le château était susceptible de devenir une ressource. Et on traitait pas les objets collectionnés ou les choses qui avaient un statut peut-être plus aristocratique des descendants du château. On les traitait de la même manière que un bout de bois du sol. Ou est-ce que c'est du combustible? Est-ce que ça doit être gardé? Est-ce que ça peut servir à être construit? Est-ce que ça peut servir de coffrage? Donc ça, c'est toute une logique qu'on avait par rapport à comment s'approprier le lieu.
Ça, je vais passer aussi. On a fait pas mal de recherches sur essayer de comprendre comment le céramiste avait utilisé les fours, quel type de réseau il avait autour de lui, et qui c'est qu'on pouvait retrouver, qui était encore vivant, qui connaissait bien les lieux à l'époque où il a vécu le four. Parce que la vraie question, c'était comprendre le four et comment on peut le réutiliser. Et donc, on a fait des fouilles dans l'ensemble du château et du domaine. Et on a trouvé des tessons de céramique on se demandait si ça avait été cuit sur place ou pas et comment ça pouvait nous être utile. Ça, c'est des plans avec la ruine du four qui était associée au château. Ce qu'on trouvait intéressant, c'était que, en fait, le château n'était qu'une accumulation d'extensions qui ont finalement été classées à un moment T. Mais le dernier ajout du château, ça reste le four. Cette zone floue est-ce que ça fait partie du patrimoine? Est-ce que ça vaut le coup de justement le présenter comme le patrimoine du château ou justement de ne pas en parler et de pouvoir récupérer les briques? Donc c'était toutes des questions, voilà, ce qu'on a fait en premier, c'était en fait, de découvrir ce qu'il y avait dans le four, parce que tout était tellement abîmé dans le château, tout était retourné, que quand tout a été jeté, les fours ont été laissés un peu pour compte comme ça, comme un tas de briques, mais en fait, quand on a démuré la partie de la porte, on a pu retrouver énormément de matériel d'enfournement et beaucoup de choses qui nous ont fait comprendre sur la vie du four. Mais aussi, voilà, donc là, c'est le four avec sa cheminée et l'intérieur du four devant dans les sacs. Euh, donc voilà. Et du coup, d'avoir accès à l'intérieur du four, c'était aussi accéder à comment l'air passait, à quelle température était montée en fonction des traces sur les briques. Et donc voilà, donc c'est aussi un prétexte pour comprendre un four à partir d'une ruine. Donc ça, c'est quand on cherchait tous les morceaux, je sais pas si on voit bien, mais il y a éparpillé partout des morceaux de céramique dans le sol. Et donc c'était aussi encore une question de rassembler tout ça. Donc ça, c'est des plans de four qu'on a fait. Aussi des rendus 3D. Donc c'est deux fours qui sont raccrochés à la même cheminée. Et le four du haut a bien cuit, donc il était tout vitrifié par les cendres successives des cuissons. Et le four du bas et avait pas cuit. Donc on s'est posé la question de récupérer les briques. On a fait des plans. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que des fois, je ne sais pas contextualiser à fond. Voilà. Donc encore des plans du four. On a trouvé des sacs d'argile dans le sol, donc on a pu refaire de la céramique avec de l'argile qui était laissée dans le sol. Et là, c'est les étudiants et les étudiantes qui récupèrent tous les tessons et qui les avaient apposés sur tous les bords de fenêtres du château pour qu'on puisse les regarder, les analyser. Donc ça, c'est les pétrins d'argile qu'on avait trouvés dans le sol. Et ensuite, dans un faux plafond, on a trouvé plein d'étagères. Et à la fin de la première semaine et c'était vraiment la spéléologie, on a trouvé plein d'étagères dans un faux plafond. Et ça aussi, je le mets, enfin, en général, je le mets parce que c'est aussi des questions. Enfin, les anciens propriétaires ont rabaissé les plafonds parce qu'ils n'arrivaient pas à se chauffer dans un espace trop grand. Et donc, c'est vraiment une problématique. Voilà. On a aussi, je l'ai pas mis, mais on a une étudiante qui a fait un plan de tous les mouvements aussi des serviteurs, vu que le château est tout rabiboché, au moment où les serviteurs devaient passer de la cuisine aux plans, tout ça n'était plus du tout logique. Et du coup, il y avait aussi en plus des plans de où sont les coins chauds, de tous les mouvements en fait, des personnes qui sont là en fait, qui travaillent pour la maison et qui sont aussi des corps chauds et qui sont aussi des énergies qui sont utilisées. Du coup, il y avait tout un rapport comme ça entre où passent les corps dans le château. Et donc après une semaine, on a fait une présentation de tous les objets. Ça nous a permis de faire un point sur la céramique. Et je le passe rapidement, mais voilà, ça nous permettait à chaque fois de parler de rapport à la céramique, d'apprendre aussi parce que c'était avec des étudiants qui n'étaient pas forcément en céramique, donc c'était intéressant de croiser les connaissances. Des pièces qui sont pas terminées qu'on a trouvées dans l'atelier, donc on va cuire incessamment sous peu, donc terminées. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on a trouvé dans le four, l'exposition finale.
On a retrouvé des morceaux de tessons, en fait, qui sont les tests d'émail avec des recettes. Donc voilà. On a aussi trouvé une série d'objets un peu fantastiques. Donc on avait toute une partie cabinet de curiosité. Euh, Ici, je le mets. Ça, c'est ce qu'on a trouvé en matériel d'enfournement dans le four. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est toute la. En fait, c'est une plaque d'enfournement. Et là, on voit le dessous de la plaque. Et il faut imaginer que donc c'est des gouttes de verre. Et c'est comme une condensation qui serait, enfin, de l'eau de la vapeur qui regoutterait d'un plafond. C'est vraiment ce qui se passe dans le four à la température de 1300. Tout ce qui est verre et tout ce qui est cendre de bois se transforme en verre. Et donc, c'était aussi des manières de un peu aller chercher les traces de chaleur passées et voilà. Donc, ça, c'était la question. Voilà, c'est restitution. Je vais passer un peu rapidement ça parce que c'était aussi... En fait, le projet s'est un peu constitué autour de toutes ces archives, de toutes ces traces. Et donc maintenant, à l'école, on a un local avec tous les matériaux classés, mais aussi toutes les choses imprimées, Enfin voilà, il y a toute une archive qui est en train de grandir. Et à côté de ça, on a continué le projet avec l'idée de vraiment reconstruire un four sur place. Donc ça, c'est un peu notre protocole de fonctionnement et je pense qu'on l'a appliqué aussi pas mal dans l'Atlas des fours. C'était l'idée de, si on se met là et qu'on se pose la question de quoi on a besoin pour cuire, qu'est-ce qu'on transforme, comment on utilise la chaleur résiduelle de cette action et quel est le bois autour, quelles sont les ressources humaines autour. Ça crée un contexte pour partager des choses et de là surgissent des histoires. Et si on a et le principe d'avoir aussi inventorié toutes les possibilités matérielles et humaines autour, c'est aussi de pouvoir rebondir sur enfin, avec des processus qui sont circulaires et locaux. Donc voilà. Donc je mets un petit peu ça, c'était nos conditions de travail. On visitait, on faisait venir des gens aussi. On avait le protocole un peu de visite du château. Donc on faisait venir les gens et on leur faisait faire le tour de château. On s'amusait à être des châtelains un peu désargentés avec notre... Et voilà. Donc là, Cécile et Max qui viennent présenter le paysage ménager et qu'on lançait une journée de workshop aussi sur un peu spéculer sur quel type de four on pourrait construire. Encore une série de questions toute une série en fait, ouais, d'intervenants sont venus. À gauche, on a un spécialiste des cuissons à bois, céramique. À droite, on a une chercheuse en histoire sociale et une chercheuse en droit. Donc la question, c'était toujours des questions un peu transversales à partir du contexte des briques du château. Je sais pas où j'en suis. Ah oui, ok. Bon, voilà. Alors, je vais peut-être avancer encore un peu plus vite si ça fait pas trop de sens de louper des trucs. Mais bon, ça, c'est pour montrer un peu toutes les activités qu'on a faites. Et voilà, c'est là où je voulais vraiment en arriver, c'est que à partir des anciennes briques, on a reconstruit un four et on a, via la réorganisation de tous les matériaux, on a fait des initiations au modelage avec la céramique, avec l'argile, on a fait des petites boîtes et on a construit le four et on a décidé qu'on essaierait de monter le plus haut possible avec le four et qu'on essaierait de transformer les matériaux dans les petites boîtes, donc d'avoir différents bois du château ou différentes pierres. C'est des matières premières qui sont dans la céramique importantes et qui peuvent donner des émaux, des éléments intéressants à voir se transformer par la chaleur. Ici, on a un beau principe de briques chauffées au poêle pour réchauffer les pieds. Mais l'idée aussi, c'était de se chauffer par manger, par bouger. Euh, donc voilà, je vous ai envoyé le lien du film, peut-être je pourrais le partager. Oui, 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 Ouais. tout à fait, je le partagerai aux étudiants. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, juste peut-être du coup j'espère que j'ai pas été trop. Voilà, là il y avait on avait fait une reading room où on avait détourné une plaque de cheminée en gaufrier presque, disons. On voulait récupérer la forme du motif, mais surtout se dire comment
à quoi servent les objets qui n'ont plus d'usage et qui quand même ont une inertie thermique. Donc, ça nous amuse aussi de passer de la verticalité de la plaque de cheminée à l'horizontalité et au partage. Donc voilà. Et du coup, je vais juste, vraiment juste très rapidement parler du fait que ensuite on a déplacé les briques du château à l'abbaye de la Cambre, qui est là le département, enfin que l'école dans lequel il y a le département de céramique dans lequel j'enseigne et qui est un lieu qui est normalement classé pour lequel on ne pouvait pas vraiment construire quoi que ce soit là-bas, mais qui vient de récupérer une aile là où il y a le petit feu, une aile dans laquelle on pouvait de manière temporaire faire un peu ce qu'on voulait, puisque ce bâtiment va être repensé pour agrandir l'école. Et du coup, on a une zone dans laquelle on pouvait agir. Et du coup, ça nous a un peu motivé à déplacer les briques et à faire une procession des briques du château à l'abbaye, en passant par la forêt, par la question de la récolte, mais du coup aussi de la remodification et de pas s'arrêter sur un plan de four, mais plutôt de se dire qu'on a un jeu de Lego et qu'on peut réorganiser à notre aise et de penser différentes mini-architectures à partir d'un four, d'un banc chauffant, d'une cuisson céramique, d'une cuisson culinaire. Voilà. Comment se réchauffer? On a parlé beaucoup de faire à manger, mais bon, ça, je l'ai déjà dit. Et voilà, je mets quelques images pour finir. Procession des briques. Et la question du bois. Mais je vais peut-être m'arrêter là parce qu'en fait, je pense que c'est déjà pas mal pour parler de ces questions de chaleur et de matériaux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques. Ouais. Parce que j'ai Ouais. Ouais, je peux vous partager un lien d'un film qui est de 20 minutes et qui est sur la cuisson du premier four qu'on a fait au château. Et là, on voit vraiment le lien entre chaleur, transformation de matériaux et puis aussi l'aspect social. Ah, yes. Merci beaucoup. Et aussi, Béatrice a imprimé gentiment, une partie de ma recherche sur la chaleur qui est un PDF visuel autour d'une montée en température. Et voilà. Donc ça peut être des éléments que vous pouvez peut-être regarder plus tard dans la semaine pour compléter. On peut leur transmettre le PDF Ah, ou bien sûr, ouais, ouais, c'est fait pour d'accord, être partagé. super. Voilà. Peut-être aussi partager le Ah, lien vers un petit film que nous on a fait par rapport Je crois que à. j'ai Clémentine a envoyé les deux. envoyé. Ok. Ouais. Ouais. Donc j'ai pas Euh, encore partagé parce que je préférais que vous le présentiez avant. Ouais. ouais. Si vous avez d'autres références à partager avec nous, ce serait super Ouais, qu'on vous partage nos PDF, mais si vous bien avez sûr. d'autres liens. Bon, Ce serait partagez très déjà chouette. les PDF, les présentations qu'on a faites, Martin et Ouais. moi, et puis ouais. Et après les résultats de ce workshop, on va. Ouais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est tout à fait passionnant. Dommage que vous ne soyez pas resté un peu plus longtemps avec nous, mais c'est vrai qu'on j'ai eu contact de Clémentine Mm, très tard. ouais. Euh, voilà. C'est Et intéressant parce qu'à l'ULB, ils vont aussi faire un workshop autour des ah oui, ce qu'on m'a dit briques. Clémentine, ouais. Ouais. Autour des briques ou alors autour de la C'est poterie ou... autour de la rénovation d'un bâtiment sur le campus au Solbosch. Ouais, C'est un bâtiment historique fait en briques et il faut refaire les acrotères. Et donc ils vont enlever une partie de la façade pour remettre, enfin restaurer. d'accord. Et donc la faculté d'architecture s'est saisie de cette opportunité d'avoir un chantier en proximité pour Mhm. se poser la question de cette rénovation. Est-ce que ça peut aussi être une manière de confronter des étudiants avec la réalité d'un chantier, mais aussi la question de la provenance des matériaux mis en application dans ce chantier. Et donc, Mhm. eux, ils vont travailler, ils vont faire un semestre de recherche sur la question de la brique. Est-ce que, en termes d'alternatives, c'est plutôt une prise enfin, un protocole qui cherche vers le réemploi? Ou vers une autre façon de produire ces briques, D'accord, donc plus locale, d'accord.
Et donc, le groupe de recherche, enfin, les étudiants, ils vont travailler sur la réalité de ces Hmm. procédures-là et de expérimenter dans ces deux directions-là vers vraiment une intervention dans le chantier. Donc, ils sont aussi en négociation Hmm. avec la maîtrise d'ouvrage, avec l'entreprise générale pour pouvoir produire ou soit introduire par réemploi euh, une partie des briques qui vont être mises en application sur la nouvelle façade. D'accord, super. Et j'ai une question par rapport à financièrement, vous faites comment Ah, La recherche de Mais s'il vous paye, qui vous En fait, commande c'est ce genre le d'études centre passionnantes? d'art qui a commencé à nous offrir un petit budget qui était beau. Donc, ils ont demandé, c'était combien? 7 000 € et on veut un pavillon. On leur a dit, ouais, oublie-le. Mais on peut chercher Faut des faire un meuble. subsides en plus qu'on a trouvé. Mais en tout cas, non, en mais fait, c'est un travail de passion et on enseigne à côté. Donc, c'est pas, si vous voulez devenir riche, ne deviens pas artiste. non, mais la réalité de ce genre de projet, c'est des dispositifs expérimentaux. Donc, le cadre est souvent quelque chose que nous, on doit créer. Il n'est pas donné, il n'y a pas de demande, il n'y Non, a mais pas c'est de ça, vous client, il créez n'y a votre pas propre de... commande. Oui. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de travail aussi autour de ça. C'est que comme on est curieux et on a envie de faire, on cherche des manières de faire ça. Et il y a Ce beaucoup qui de est... travail dans le relationnel aussi. Donc là, on a des volontaires, des bénévoles qui viennent et c'est souvent des anciens étudiants ou c'est là où on a rencontré Clémentine. Donc, ça nous apporte beaucoup de choses. Et on a payé, bah, justement, on ne perd pas de l'argent avec, mais et à côté de Et ça, en même ça temps, vous nous... arrivez à trouver des subventions ailleurs dans et des... des Oui. manières à faire. Par exemple, tous Ouais. ces experts qui nous ont aidés, ils l'ont fait gratuitement parce qu'ils étaient tellement passionnés à partager leurs connaissances que Oui. c'est c'est pas non plus un modèle qu'il faut. C'est pas, on veut pas non plus dire à tout le monde qu'ils doivent le faire gratuitement, mais c'est une relation qu'on commence et on essaye. Ouais, on apporte tous quelque chose. Mais à côté de ça aussi, enfin, cette ouverture à chercher ses propres fonds et créer le cadre dans lequel on peut opérer, ça nous permet de, en fait, pratiquer ou dialoguer, en tout cas dans mon cas, avec l'espace d'une autre manière. Parce Ouais. qu'on n'est pas dans le cadre professionnel de Ouais. l'architecte, avec la maîtrise d'ouvrage, avec tout un tas de choses qui limitent en fait dans ce qu'on, enfin, qui limitent les manières qu'on peut agir avec un contexte, avec des gens, avec des habitants, avec un territoire, avec des dynamiques. Et donc, Mm, mm. Et c'est un on peu a, cette question, enfin, c'est un peu une et, autre façon de pratiquer Et aussi. c'est des projets de long terme. Donc, on commence avec une idée et puis au fur et à mesure que ça avance, il y a des opportunités qui s'ouvrent à plus de Ouais. financement pour avancer. Il faut pas penser que au début du projet, on sait où on va du tout. Enfin, il y a C'est trois, quatre ans incrémental, qui se quoi. passent et Mm. du coup, voilà. Après, c'est vrai que, par exemple, mon projet, c'est dans un contexte pédagogique, donc j'avais des heures pour ça à l'école. Il y a le statut d'artiste en Belgique qui permet de faire qu'on a du temps pour développer ce genre de pratique. Et il y a des subsides qui sont publics, en fait, en Flandre. moi, je fais de la recherche à une école d'art, donc je pense que c'est de la recherche, mais c'est aussi en fait, on a beaucoup d'intérêt par des architectes parce que je pense que le boulot, la profession d'architecture est devenue tellement efficace et sur les résultats et que beaucoup de gens n'ont plus envie d'être d'architecte de cette façon. Et donc, j'espère qu'avec nos pratiques à nous, on essaye d'ouvrir ça et de montrer qu'il y a encore d'autres possibilités, de regarder l'espace ou, Mhm. ouais, Mm. faire des espaces. Mais c'est sûrement pas le chemin le plus efficace, ni le chemin le Casse plus pourquoi? Ça droit. dépend. C'est ce Mhm. qu'on cherche. Oui, Oui. oui, oui. Mais c'est, oui. Et ce que moi j'enseigne aussi, et ce que j'essaie de faire avec mes étudiants, c'est d'activement les poser la question de quelle est votre position comme praticien. Quels sont vos instruments? Quelle est votre réalité de vouloir pratiquer l'architecture?
Donc, je fais un pas de côté de, OK, on a une discipline, on a une profession et on le fait comme ça. Non, en fait, moi, je les pose la question. Mais après, ce que je remarque, c'est que dans l'imaginaire, déjà, c'est compliqué. Mais après, dans la réalité, euh, je trouve que des étudiants ou des jeunes en général ou des praticiens en général n'ont pas toujours les moyens pour aller plus loin que l'imaginaire pour pouvoir voir, OK, bon, si je fais un projet de recherche, ils sont où les financements? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change dans ma pratique et comment je peux recomposer en fait ma profession à moi Ouais. dans la façon que je veux la faire. Et donc, Bah, BC est un très bon exemple. oui, Hein. BC Materials, ils ont commencé avec des subsides dans le monde de l'art, ils ont organisé des workshops de la recherche et finalement, là, ils ont une pratique d'architecture, mais aussi de ils ont, vente de matériaux. oui, Là même avec Rotor, vous Mm. connaissez Rotor? En fait, ils ont commencé comme artistes et là, ils ont une entreprise qui va super bien. Donc, je pense que on est Oui. un peu dans un temps difficile et qu'on va repenser nos boulots. oui. Ouais. Ça, c'est bien, c'est exactement la question que j'allais vous poser, en fait. Posture d'architecte. Ben, merci beaucoup. On est hélas pas beaucoup de temps pour continuer à échanger. Moi, j'aime beaucoup cette notion du feu comme infrastructure relationnelle et que je mettrais en relation avec cuisson-discussion, qui est un anagramme en fait. Presque, Oui. voilà. Et je trouve effectivement, en fait, à la fois dans la terre, excavation, vraiment travailler avec, connaître le lieu où on peut trouver cette terre avec laquelle on peut fabriquer des choses et, euh, et réunir et créer des lieux relationnels euh, autour du feu. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais. Ça me parle beaucoup. Ouais. Bah, moi, j'ai pas une pratique d'architecte, mais si je fais le parallèle avec la céramique, le contact du feu, pour moi, c'était d'un seul coup l'alternative à mettre un truc dans un four, appuyer sur un bouton Ben oui, électrique ben et du coup qui te met dans une posture d'attente et de consommateur d'un service, alors que la pratique de la cuisson à bois en céramique, c'est vraiment connaître le feu, c'est projeter en temps réel comment sa pièce est à l'intérieur, c'est vraiment vivre le moment. Et c'est vrai que d'un seul coup de rétrograder, et c'est pour ça qu'on parlait d'efficacité ou de rythme de travail, mais d'un seul coup de se dire d'éloigner l'objectif de construction ou enfin, oui. de résultat le plus loin possible, et plutôt de se poser la question de attends, mais comment je prends soin de comprendre ce bois, comprendre ce truc, de le porter et de demander de l'aide. Et c'est un peu un retour, enfin, je trouve que ça ouvre des champs d'apprentissage et de faire ensemble que je trouve hyper riche. Mm, Voilà. très bien. Eh ben, il nous reste à cuire tous les objets Ouais. que vous avez créés hier. Donc, peut-être qu'on se reverra à cette occasion-là. Ah oui, avec plaisir. Parce on espérait pouvoir le faire vendredi, mais finalement, pour plusieurs régions, ce ne Ouais. sera pas possible. Mhm. Mais Ah, on serait content de on revenir. aura C'est vrai peut-être que une nouvelle séance ouais, très festive autour du feu, trop bien. Ah, pour cuire ces objets et les rendre productifs de chaleur. Donc, yes. Ben, merci. Puis c'est vrai que désolée de ne pas pouvoir passer plus de temps. ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais Merci. Ah, il est bien chaud maintenant. Ouais. C'est toujours. Ouais. Ça va passer assez bien. bon, on a un quart d'heure pour tout dégager, mettre dans des, Ouais. et puis passer un Bien coup de chaud. balai. Euh, Non, mais oui, oui. En plus, j'en ai à la porte.